Donc je m'appelle Julien, j'ai 35 ans et je vais témoigner de ce qui m'est arrivé au début des années 2000. J'habitais dans les Pyrénées-Orientales, dans un village qui s'appelle Castelnou. J'étais un ado plutôt renfermé, tu vois, plutôt timide, un geek comme on dit aujourd'hui. J'arrivais pas du tout à me faire des amis. Et j'ai gravé encore plus mon cas parce que je me passionnais pour les sciences occultes. Bon, j'étais pas un grand connaisseur, tu vois, mais je lisais beaucoup de choses sur le spiritisme, la nécromancie. Ça a pas vraiment facilité ma popularité, quoi. Non, j'avais qu'un seul ami. Avec Guillaume, on traînait toujours ensemble. Lui et moi, on faisait pas partie d'une bande, tu vois, donc on regardait des films, beaucoup. De temps en temps, on fumait des pétards. On allait au bar. Je sais pas quoi, on était deux jeunes ados de base, quoi. On parlait beaucoup. De tout. Musique, religion. Et souvent, je ramenais tout à ma passion pour l'occultisme. Et il me ramenait à la raison, quoi. Enfin, même des fois, il s'énervait, quoi. Il me disait, mais non, mais ça suffit, quoi. On va pas passer pour des barges toute notre vie, quoi. Il faut qu'on s'intègre, maintenant, il faut qu'on soit un peu comme tout le monde, quoi. Il m'engueulait presque des fois. Et dans mes lectures, je tombe sur la légende de la Trêve. Et c'est une légende locale. Et je me passionne pour cette légende. En gros, c'est toujours un peu pareil, quoi. Donc c'est des paysans qui voyaient débarquer, donc soit une petite fille, soit une jeune femme. C'est jamais très clair. Des fois même, il y a des versions où c'est une vieille dame. Bon. Mais par contre, le truc était récurrent, c'est que tous les observateurs qui se connaissaient pas, preuve à l'appui, avaient constaté les mêmes manifestations. Alors, en l'occurrence, la trêve apparaissait à une personne qui était toujours accompagnée d'un groupe. Mais par contre, elle n'apparaissait pas au groupe. C'est toujours une personne qui s'était isolée du groupe. En gros, donc elle apparaissait souvent la nuit, évidemment, à des bergers qui, évidemment, criaient à l'esprit maléfique ou à la sorcière. Et quand une bête mourait d'intoxication ou de mort suspecte, en fait, on disait que c'était la trêve. Alors il y avait aussi certains éléments qui précédaient son apparition, c'était le fait que les murs commençaient à suinter et des objets pouvaient bouger dans la pièce, ou on entendait des chuchotements à travers les murs. J'en faisais même des rêves. Celui dont je me rappelle le plus, c'était toujours dans un sommeil paradoxal. Je marchais dans une forêt, une grande forêt embrumée, quoi, comme dans les films. L'air était lourd, c'était très humide. Et sur ce terrain, il y avait un chemin nettement dessiné, quoi, entouré d'herbes très hautes. C'est un peu flou dans ma tête, mais et au bout d'un moment, j'arrive devant une sorte de masée, enfin une sorte de grange, tu vois. Et ce rêve devenait récurrent. Ça m'inquiétait beaucoup. Et j'en parlais pas, quoi, évidemment. Et un peu par hasard, un soir, tard, je tombe sur la photo d'une baraque. Et je me dis, mais merde, mais c'est exactement celle-là, quoi. C'est exactement cette baraque que je vois en rêve. Enfin, c'était pas aussi clair que ça, j'étais pas sûr à 100%. Peut-être que je voulais me convaincre que c'était elle. Mais je sais pas, elle m'était familière, elle ressemblait beaucoup à celle de mon rêve. Et ça suffit pour me filer des nuits blanches déjà et me donner sérieusement l'envie d'y aller. C'est dans la commune de La Bastide. C'est à 45 minutes environ en bagnole. Et du coup, j'arrive à convaincre Guillaume d'aller là-bas, à cet endroit. Juste pour voir, je lui disais. On va camper là-bas, en forêt, ça va être cool. Et donc on fait du stop, et au bout d'une heure ou deux, il y a un mec qui s'arrête et qui accepte de nous prendre. Je sais pas, il devait avoir la vingtaine. Il était très maigre.
et il parlait pas. Ça m'avait marqué parce qu'en général, quand on fait du stop, qu'on est pris dans une voiture, bon bah voilà, ne serait-ce que par politesse, on aborde des sujets complètement lambda et inintéressants, mais au moins on fait la discussion. Là, le mec parlait pas, nous non plus. Bon. Donc le mec nous dépose pas loin de la Bastide et il repart. Et donc on commence à marcher dans la forêt, on s'est un petit peu renseigné sur les lieux évidemment, et on commence à aller voir toutes les bergeries qui étaient répertoriées. Et bon, il n'y en a aucune qui me parle vraiment. Et on marche comme ça pendant au moins 2 heures. Là, c'est la fin de l'après-midi, on commence à être un peu crevé. Et bon, j'ai beau me concentrer, je reconnais pas vraiment la forêt non plus, quoi. Et au bout d'un moment, on tombe sur une bâtisse, un vieux masé abandonné. Alors, sur le moment, je suis tiraillé entre mon intuition qui me dit que c'est celle-là, parce qu'elle y ressemble quand même beaucoup, et mon envie de trouver une bâtisse, une maison, pour ne pas être venu pour rien, quoi. On rentre dedans, il y a une cheminée sur la droite, une vieille table en fer rouillé au centre. Je me souviens, on voyait toutes les couches de peinture qui se sont succédées. Et sur la gauche, il y a un petit coin cuisine fonctionnel, rien de particulier, quoi, des couverts, des assiettes, le tout sous une bonne couche de poussière. Ça sentait le renfermé, quoi, la moisissure, le bois pourri. En fait, il y avait 2 pièces principales. Voilà, ce salon et au-dessus l'étage. Et pour accéder à cet étage, dans le fond, il y avait un escalier en pierre. On l'emprunte et en haut, rien. Il y avait rien. C'était une grande pièce vide, voilà, une sorte de grenier avec un plancher en bois qui craquait très fort quand on marchait dessus. Et il y avait rien d'autre. Ah si, il y avait une fenêtre avec un carreau cassé. Voilà, j'étais un peu déçu. On redescend et on se dit qu'on va faire un petit tour autour de la maison, quoi, pour voir où on met les pieds, quoi. Donc on marche, l'herbe est très haute. Et à un moment on se dit mais ça sent la mort, ça sent la charogne pourrie, quoi. Alors on se dit qu'il y a une bête crevée dans le coin, un chat, un chien ou un truc du genre. On continue et on finit par trouver d'où ça vient, quoi. On tombe sur un mouton mort, écroulé par terre comme ça, avec des mouches tout autour. Et manifestement il était pas mort depuis très longtemps. Bon, après ça on finit notre petite ronde et on rentre dans le masé où on avait laissé nos affaires. Et là, faut se rendre à l'évidence, quoi. Moi, je reconnais cette forêt, mais il se passe rien. Donc on commence à manger, on avait pris des sandwichs, et Guillaume, je le sens de plus en plus mal à l'aise, quoi. Je vois, il bouge, il est nerveux, il s'allume une clope après bouffer, puis il commence à me dire voilà, on y est, t'as voulu venir, voilà, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Très froidement comme ça. Et là, moi, c'est vrai que je me sentais un peu con, quoi. Je l'avais traîné ici, et à part un mouton crevé, y a rien. Alors je savais pas trop quoi lui dire, je me sentais un peu mal. Donc on attend un peu, puis au bout d'un moment, on décide de partir, quoi. On rentre, on refait du stop, et puis on va à la gare et on chope un train et on rentre chez nous, quoi. Comme des cons. Donc on prend le chemin inverse pour retourner sur la route. On marche, et il n'y a pas de voiture. Ça fait un petit moment qu'on voit personne passer, parce que c'est la fin de journée. C'est un lieu vachement reculé, donc il n'y a pas beaucoup de circulation. Et là, il y en a, en fait, pas du tout, quoi. Et à un moment, on voit une voiture qui est enfoncée dans un fossé, qui est arrêtée. Et on se dit, mais attends, mais ça a l'air d'être la voiture du mec qui nous a pris en stop à l'aller. Donc on y va et on reconnaît la voiture, mais en fait, c'est pire que ça, quoi. On voit on voit le mec qui nous avait pris en stop éclaté contre un arbre, pris en sandwich entre la voiture et l'arbre. Alors on s'approche de lui, on prend son pouls. Enfin, dans ces cas-là, on fait comme dans les films, parce que on est jamais préparé à ça, quoi. Et on constate que le mec est mort, quoi. Il n'y a pas de doute.
Et on essaie de comprendre comment ce mec a pu se faire percuter par sa propre voiture. Déjà, il y a ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Et puis, en plus de ça, on commence à psychoter à mort quand on se dit mais putain, mais il y a 2 heures, ce mec nous a pris en voiture, il y a forcément nos empreintes ou des traces, en tout cas à nous, dans cette voiture, et le mec est mort, quoi. On panique, mais comme on sait qu'on n'a rien fait, qu'on est parfaitement innocent, on essaie de se calmer. Alors, on essaie de comprendre comment ça a pu arriver, et on en conclut que, je sais pas, le mec est parti téléphoner, ou il allait pisser, ou je sais pas quoi, et le frein à main a lâché, et malheureusement, il s'est fait percuter par sa bagnole, quoi. C'est une mort un peu con, mais par contre, le mec est mort, ça c'est sûr. Donc là, Guillaume prend son téléphone portable, moi j'en avais pas, et évidemment, voilà, on essaie d'appeler les pompiers, les flics, et ça ne capte pas. On est dans une région qui ne capte pas. On essaie, il n'y a rien à faire, il n'y a pas de réseau. À cette époque-là, il n'y avait pas du réseau partout. Et je sais pas, moi, après avoir resté 3 quarts d'heure à côté de ce cadavre, on décide de rentrer. On retourne au Mazet, et bon, comme il commence à ne plus avoir de lumière et qu'en plus il fait très froid, on allume un feu dans la cheminée. Il y avait des bougies sur la cheminée, justement, donc on les prend, on les installe. On installe tout ça dans un silence presque religieux, quoi. On dispose les bougies un peu partout dans la pièce et on commence à planifier le coucher. On parle pas beaucoup, on est fatigué, on est choqué par ce qu'on a vu, mais on commence à... Je sais pas, on refait le film dans notre tête, on essaie de comprendre ce qui a pu se passer, et là tout d'un coup on entend le bêlement d'un mouton. On se regarde, on se dit, on est d'accord, on a vu un mouton mort il y a quelques heures. Non mais d'accord, en fait, le mouton qu'on a vu, en fait, il était pas mort. Voilà, il devait être blessé ou assommé, je sais pas, mais le mouton qu'on a vu était pas mort. Il est vivant, et là, il tourne autour de la baraque. Mais Guillaume, là, commence à s'énerver, et il dit, non mais putain, mais arrête d'halluciner, quoi, c'est un autre mouton, forcément. On est dans une région de pâturage, c'est un autre putain de bestiau, c'est la conclusion qu'on tire. Voilà, c'est un autre mouton. On l'entend plus, d'ailleurs, après, donc au bout d'un moment... On passe à autre chose, mais on reste quand même assez choqué. Évidemment, on n'arrive pas à dormir. Il est très tard, on commence à se rapprocher du feu, emmitouflé dans nos duvets, parce que il fait très froid. Il y a des courants d'air partout, évidemment, dans cette baraque. Il y a une grosse bourrasque de vent. Et là, il y a le meuble à vaisselle qui s'écroule. Donc on sursaute, on panique parce que le vent était pas assez fort pour faire tomber un meuble. Mais le fait est que le truc s'est écroulé, et je commence à paniquer parce que je me dis que c'est pas normal, c'est pas naturel ce qui vient de se passer. Donc je décide de partir, j'en ai rien à foutre qu'on soit en pleine nuit, qu'on soit perdu. Je prends mes affaires, je prends mon sac et je me dis je m'en fous, je veux pas rester là, je veux partir d'ici. Et là Guillaume il me prend par le col, il me fait non, on va pas partir, on est venu jusqu'ici, on va rester. De toute façon ça sert à rien de sortir, il fait nuit, on est en pleine forêt, on va se perdre, ça ne sert à rien, on reste là, et c'est tout. Moi je lui réponds, attends, mais depuis le début de la journée, là tu me demandes pourquoi on est là, tu me fais clairement sentir que ça t'a toujours un peu saoulé de venir, et maintenant que je te dis qu'on part, toi tu veux pas. Et là, il pète un plomb. Il rentre dans une colère noire, je l'ai jamais vu comme ça. Il peut pas se contrôler, il me balance, mais j'en ai rien à foutre de ce que les gens ils disent, je m'en fous de ce qu'ils pensent, toi t'as rien compris à tout ça, toi t'es là par hasard, c'est juste une chance, c'est juste par chance que t'es là, enfin, il commence à avoir des propos complètement incohérents, et en plus, il commence à mélanger notre voyage ici avec des trucs qu'il me reproche depuis longtemps, qui ont absolument rien à voir, enfin, bon, tout ce qu'il dit est pas clair, mais je vois qu'il est clairement perturbé, quoi.
Et moi, je supporte pas qu'il me parle comme ça. On est quand même à bout de nerfs. Et je lui réponds que le truc, le truc qui est vraiment bizarre là-dedans, c'est qu'il réalise pas à quel point il est lâche. Et je sais pas pourquoi je dis ça en fait. Je réalise pas d'ailleurs ce que je dis. C'est comme si quelqu'un parlait à travers moi. J'ai jamais pensé ça vraiment. C'est sorti d'un coup et là il s'approche de moi et il me met un coup de poing quoi. Enfin, il me frappe assez fort, en pleine tête. Alors je suis choqué par le coup bien sûr, mais surtout par la situation quoi. Je sais pas comment réagir et lui non plus. Je le vois, il est là, il sait pas quoi faire. Il tremble. Du coup, il trace vers l'escalier au fond de la salle et il monte à l'étage. Je l'entends se réfugier au grenier et moi je reste là, je bouge pas. Je suis en colère, dans un état second. Et donc il y a quelques minutes qui passent comme ça, sans bruit. Et d'un coup, je l'entends pleurer au-dessus. Il fait ce qu'il peut pour être discret, mais je l'entends qu'il sanglote. Puis en faisant attention, j'entends des chuchotements en même temps. Alors j'entends qu'il parle, enfin, il me semble qu'il parle avec quelqu'un. Alors je me dis, mais merde, mais c'est pas possible. Je prends une bougie pour monter et m'en assurer, aussi bizarre que ça puisse paraître. Je veux m'assurer qu'il est bien tout seul là-haut. J'arrive à l'escalier. Et là, je vois Guillaume. Et là, je vois Guillaume qui tombe. Il dégringole toutes les marches. Il est emporté par son poids. Il s'écroule dans l'escalier en pierre. Et je vois qu'il s'éclate la tête dans sa chute. Je comprends tout de suite qu'il s'en sortira pas indemne, quoi qu'il arrive. Je m'approche avec ma bougie et je vois qu'il s'est éclaté la tête sur l'escalier. Il a la tête qui pendouille. Et là, je m'approche et je vois qu'il est mort. Le lendemain, je rentre. Je fais du stop. Et je préviens la police, les pompiers. J'arrive avec eux sur les lieux. Et au début, évidemment, je suis suspecté, mais il n'y a aucune preuve formelle que je sois responsable. Et l'enquête conclut qu'effectivement, il a chuté tout seul dans l'escalier. J'avais très peur que la famille de Guillaume veuille pas accepter ce fait et m'accuse. Mais ils me connaissent bien, ils savent très bien que j'aurais pas pu faire ça. Ils savent bien que je suis pas violent. Ils ont jamais pensé que j'avais pu le faire. Et j'avais quand même très peur. Plusieurs mois après, on enterre Guillaume. Et un peu après l'enterrement, je suis allé chez lui. Parce que sa mère voulait que je l'aide à ranger ses affaires. Parce qu'elle avait du mal à le faire toute seule.
Donc je mets ses affaires dans un carton et à un moment j'arrive à sa bibliothèque et je découvre que derrière les livres qui étaient visibles, il y en avait plein d'autres qui étaient cachés. Des livres sur l'occultisme, sur le spiritisme, comme moi, mais sauf que lui c'était d'un autre niveau, quoi. Les livres qu'il avait, c'était des auteurs dont j'avais jamais entendu parler et qui s'adressaient à un public vraiment spécialiste. Et parmi les bouquins, j'en trouve un qui s'appelle L'appel de la trêve. Et à l'intérieur du bouquin, il y a des dessins que Guillaume a fait, des dessins très sombres, très torturés. Et le dernier que je vois, c'est le dessin d'une petite fille, habillée comme une bergère, avec les yeux noirs, qui sourit.